Alors justement, la question du bien manger remonte pas aujourd'hui, heureusement, mais force est de constater quand même qu'en 2023, elle mérite d'être inscrite de nouveau sur le menu de cette journée, puisque malgré les incitations à manger 5 fruits et légumes par jour, eh ben, le constat est quand même assez impressionnant, puisque près de la moitié des adultes et 17% des enfants sont en surpoids ou obèses en France aujourd'hui. Je ne me trompe pas trop dans les chiffres, malheureusement, selon en tout cas le ministère de la Santé, et du coup avec des inégalités sociales encore très marquées. Alors Mathilde, je vais commencer par vous. Mathilde Lisinski, vous êtes diététicienne au sein du département prévention cancer environnement du centre Léon Bérard. Je vous pose cette question que vous devez entendre effectivement tous les jours dans votre cabinet. Comment bien manger? En quelques minutes. Oui, vaste sujet. Comment bien manger? Ben, effectivement, ça a été un peu dit tout à l'heure, même si là, on va approfondir certains sujets. Je pense qu'il faut commencer par mettre peut-être du bon sens dans ce qu'on fait, de la simplicité aussi, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, parfois un peu trop. On s'y perd, donc peut-être aussi faire attention aux sources qu'on peut entendre, parce qu'on entend beaucoup de choses un peu de partout, de plus ou moins fiables. Donc voilà, et puis encore une fois, faire appel au bon sens, manger un peu de tout, manger varié. On va revenir sur certaines catégories d'aliments, je pense, parce qu'il y en a notamment qu'on fait euh, preuve de consensus maintenant dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais de manière générale, voilà, faire appel à son bon sens, manger tout et puis essayer de manger au maximum fait maison, peu transformé. Là aussi, on va y revenir, je pense. Poursuivez justement. Alors, du coup, quelles sont les astuces que vous pouvez nous donner? Parce que, alors, notamment aujourd'hui, il y a quand même le problème de l'inflation qui porte beaucoup sur, enfin, qui pèse beaucoup sur les produits alimentaires. Donc, on a beau avoir les bonnes intentions, on veut peut-être acheter du bio, etc. Mais il y a quand même effectivement une surcharge financière. Alors, du coup, comment essayer de bien manger sans pour autant, grever son budget alimentaire? Alors déjà, effectivement, pour revenir sur le bio rapidement, il n'y a pas d'études à l'heure actuelle qui prouvent vraiment que le bio serait un facteur protecteur du cancer. De manière générale, le consensus tend à dire qu'il faut manger des fruits et légumes en fonction de ses moyens, bio ou pas bio. Donc si on n'a pas les moyens d'acheter bio, mieux vaut acheter des fruits et légumes quand même, sachant que, par exemple, pour réduire le prix, si on reste dans cette catégorie de fruits et légumes, parfois on peut faire appel aux surgelés, qui peuvent être une bonne aide pour éviter de dépenser trop. Et aussi aux produits de saison, de manière générale, tout ce qui est local et de saison est quand même moins cher, en tout cas normalement, la plupart du temps. Donc voilà, faire appel plutôt aux produits que vous pouvez retrouver dans la région. Région même un peu large, mais en tout cas, voilà. Et puis toujours consommer de saison. Et si on ne consomme pas de saison, éventuellement se tourner vers le surgelé. Le surgelé, c'est vrai qu'en fin de mois aussi, ça peut beaucoup aider. Et c'est des produits qui, nutritionnellement, sont très intéressants. Il n'y a pas de problème à consommer ce type de produits. Les conserves aussi. Il faut essayer d'aller vers des choses brutes, simplement. Donc plutôt des surgelés qui ne sont pas transformés. Je pense par exemple aux poireaux, aux épinards. Enfin voilà, des légumes bruts qui seraient simplement pré-cuits, coupés, blanchis et lavés. Donc vous gagnez du temps en plus. Pareil pour les fruits, ça peut aussi être intéressant. Et les conserves aussi, si elles sont brutes. Je pense notamment tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver en conserve, qui nous font gagner du temps et qui sont des très bons aliments car très riches en fibres. Et les fibres, on sait que c'est un facteur protecteur de certains cancers, notamment le cancer colorectal. Donc voilà, ça peut être, même si le frais est intéressant, c'est vrai que des fois, d'un point de vue budget, de compléter avec du surgelé des conserves, ça peut aider. Voilà, consommer de saison, je disais. Et comme je disais tout à l'heure, consommer de tout aussi. Alors, on a beaucoup d'aliments qu'on sait peu chers. Par exemple, les pâtes, le riz sont des aliments qui sont pas chers, mais vous avez aussi pas mal de déclinaisons. Vous avez du boulgour, de la semoule, des choses comme ça. Des fois, on y pense moins. Ça permet de varier aussi et c'est pas mal. Et en termes vraiment de protéines, maintenant, si on rentre dans cette catégorie-là qui est quand même assez chère, tout ce qui est viande, poisson, on a l'alternative des œufs qui est pas mal, qui sont quand même des bonnes protéines et qui coûtent nettement moins cher. Qui sont aujourd'hui intéressantes. Et dans les catégories elles-mêmes de viande et de poisson, vous en avez des moins chères. Je parlais des conserves. Pour les poissons, par exemple, tout ce qui est sardines, maquereaux, c'est des poissons très intéressants et en conserve aussi.
Et la viande, ben, pareil, il faut essayer de mieux consommer, de moins en consommer. Mais on peut trouver des viandes un peu moins chères que d'autres. Alors justement, il y a débat. Aujourd'hui, on mange trop de viande. Il y a des viandes qu'il vaut mieux éviter. Quelle est votre position là-dessus, notamment la charcuterie? Ouais, alors à l'heure actuelle, les choses qu'on sait réellement, c'est sur la viande rouge et sur la charcuterie, puisque ça a fait l'objet d'un consensus scientifique et on sait maintenant que c'est des facteurs de risque avérés de certains cancers, notamment, encore une fois, le cancer colorectal. Donc il y a des recommandations qui ont été établies, là-dedans, dans la viande rouge, hein, qui est de 500 grammes par semaine, maximum à ne pas dépasser, et dans la charcuterie, 150 grammes par semaine. Les autres viandes ne font pas l'objet de recommandations, donc je pense notamment aux viandes blanches qui sont les volailles, dinde, poulet. Après, maintenant, on est tous d'accord pour se dire qu'il faut effectivement réduire sa consommation de viande. Ça ne veut pas dire la supprimer, notamment la viande rouge. Je ne pense pas que ce soit forcément intéressant nutritionnellement de la supprimer parce qu'elle a quand même des bons apports, notamment en fer, en certaines vitamines, en zinc, etc. Du coup, c'est vraiment une question de quantité et de variété. Si on varie ses sources de protéines entre viande, poisson, œufs et de temps en temps des protéines végétales, et qu'on ne dépasse pas les recommandations qui sont de 1 à 2 fois par jour maximum pour les protéines, on arrive à se retrouver à manger de la viande peut-être 3 fois dans la semaine et pas forcément plus, parce qu'on a les œufs, on a le poisson, on a les légumes secs, et du coup, bah, encore une fois, quand on varie sur les quantités, ça aide beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure des pâtes. On voit de plus en plus maintenant des pâtes justement, au blé complet. C'est bon, effectivement, il y a un plus. Alors oui, c'est intéressant, justement, ça va dans cette dynamique d'augmenter la consommation de fibres, puisque les pouvoirs publics se sont emparés de ça parce qu'effectivement, ben, comme je le disais tout à l'heure, les fibres sont protecteurs de certains cancers, maintenant on le sait. Et en France, on n'en consommait pas suffisamment, donc il y avait à la fois une consommation excessive de viande rouge et charcuterie, et à la fois une consommation insuffisante de fibres. C'est pour ça que les recommandations maintenant sont basées là-dessus, notamment pour tout ce qui va être oléagineux. Maintenant, on recommande de consommer une poignée par jour de tout ce qui est amandes, noix, noisettes. On va avoir des recommandations sur les légumes secs, où maintenant on recommande d'en consommer au moins 2 fois par semaine, ce qui est un minimum pour tout ce qui est lentilles, haricots rouges, pois cassés, pois chiches. Et les produits complets qui sont également à favoriser, c'est ce qu'on voit dans les messages nationaux aussi, de privilégier les produits complets. Alors, ça, c'est pareil. Si vous êtes, voilà, si vous consommez déjà beaucoup de fibres, c'est pas forcément utile, mais pour les gens qui en consomment peu, ça peut être une source facile de fibres. Il faut quand même faire attention avec les fibres, parce que si on augmente beaucoup d'un coup sa consommation de fibres, en général, ça se passe pas très bien au niveau digestif. Donc, faire quand même assez progressivement. Mais par exemple, effectivement, les féculents complets, ça peut être un premier pas vers ça, de remplacer ces pâtes par des pâtes semi-complètes ou complètes pour déjà augmenter un peu cette teneur-là. On le fait déjà beaucoup pour le pain, hein. Maintenant, on est quand même nombreux à consommer plutôt du pain complet, du pain de seigle, du pain aux céréales. Et ça aussi, c'est une façon d'augmenter nos fibres au quotidien. Merci beaucoup. Alors justement, tout ce constat, on le connaît déjà depuis un certain nombre d'années. Et pourtant, votre cabinet, docteur Erika Cornu, vous êtes endocrinologue au Medipôle Hôpital Mutualiste. Vous voyez justement de plus en plus de malades, notamment parce qu'ils n'ont pas toujours respecté un régime alimentaire équilibré. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe? Oui, c'est sûr que l'alimentation déséquilibrée, ou voilà, quand on ne suit pas forcément les recommandations que Mathilde vient de vous expliquer, le risque, c'est de développer ce qu'on appelle des maladies métaboliques. Donc, ce qu'on appelle par maladies métaboliques, c'est des maladies qui vont augmenter le risque de faire un événement cardiovasculaire, que ce soit un infarctus, donc un problème au niveau des artères du cœur, un accident vasculaire cérébral, donc c'est au niveau plutôt des artères du cerveau, ou ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Si on dit plus simplement, c'est le foie gras. Aujourd'hui, c'est la première cause de cirrhose aux États-Unis. C'est plus du tout ni l'alcool ni les hépatites, hein. C'est vraiment
le surpoids. Et donc, si on arrive un petit peu à mettre en place toutes ces recommandations, on va prévenir ces maladies parce qu'on va diminuer les facteurs de risque. Les facteurs de risque, ça va être l'obésité évidemment, mais aussi le diabète de type 2 qui explose. Le diabète en France, on est aujourd'hui autour de 3,5 millions de personnes à des âges de plus en plus jeunes. Nous, on voit des patients de plus en plus jeunes arriver avec des diagnostics de diabète. L'hypertension artérielle, qui est quand même aujourd'hui la première cause d'AVC, qui concerne autour de 10 à 15 millions de personnes en France. Un adulte sur 3 est hypertendu et on a une grosse part de patients qui ne savent pas qu'ils sont hypertendus. D'accord ? C'est une maladie qui est... on a toujours une bonne excuse quand on va chez le médecin. Ah oui, c'est haut, mais je suis venue en courant, j'étais stressée, en ce moment au boulot c'est difficile. Donc il y a une inertie aussi du côté des médecins où on a tendance à dire on recontrôle. Et puis en fait, cette hypertension, elle n'est pas traitée pendant des années et elle peut faire beaucoup de dégâts. Il y a le cholestérol, bien sûr, les problèmes de cholestérol, avec parfois aussi des réticences au traitement hypocholestérolémiant. Et tout ça va faire le lit des maladies cardiovasculaires. Et ça, on le voit aujourd'hui. Alors, les patients qui viennent vous voir, justement, comment ils expliquent finalement ce comportement? Parce que, est-ce que c'est lié à un manque d'information? Est-ce que c'est parce que c'est la cuisine familiale qui est beaucoup trop grasse? Comment ils l'expliquent, s'ils arrivent à l'expliquer? Oui, alors c'est multifactoriel et c'est vrai que ça dépend beaucoup des patients. On sait qu'il y a une grande part de l'éducation, d'accord. On a un parcours au Medipôle de prise en charge de l'obésité dans le cadre de la chirurgie bariatrique, donc les bypass, les sleeves. Et on a beaucoup de patients qui nous disent que depuis tout petit, ils ont été habitués à finir leur assiette, à se resservir parce qu'il faut faire plaisir, parce qu'il ne faut pas gâcher, etc., etc. Et qui du coup ont perdu complètement leur repère en termes de satiété, de faim, qui n'arrivent plus à savoir quand est-ce qu'ils ont faim, quand est-ce qu'ils n'ont plus faim, et qui n'ont plus les repères non plus dans les quantités en fait alimentaires. Donc ça, c'est une première chose, et c'est vrai que travailler dès l'enfance sur respecter la satiété des enfants, c'est vrai que là aussi, on entend beaucoup de parents qui veulent pas qui veulent que les enfants finissent leur assiette, mais finalement, s'il reste 1 ou 2 cuillères de pâte à la fin du repas, est-ce que c'est très grave? Non, certainement pas. Et les enfants ont un circuit de satiété extrêmement performant. Donc, ne pas forcer les enfants, par exemple, à finir leur assiette, c'est une première bonne chose. Et puis, bien sûr, si dès le plus jeune âge, on leur fait apprendre à aimer les légumes, c'est pas facile. Les enfants, ça aime pas les légumes naturellement, mais en les impliquant, en faisant faire le marché, la cuisine ensemble, en commençant par les légumes qu'ils aiment le plus, etc., on peut rendre la chose un peu ludique et leur apprendre à bien manger dès le plus jeune âge. Et puis après, on bascule dans la vie adulte où là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire les courses, on n'a plus le temps de faire à manger. On a à disposition des plats déjà tout préparés, on va en reparler, les aliments ultra transformés. On en parlait un peu tout à l'heure sur l'inflation, sur le coût de la vie, mais ils sont souvent beaucoup plus chers que si finalement on fait à manger soi-même. Et puis il y a aussi tout ce qui est restauration facile, commande sur le téléphone, où là aussi on rentre le soir, on est fatigué, on commande à manger. Et là aussi on va commander, c'est plus cher et c'est pas toujours de la nourriture extrêmement saine. Mais allez-y. C'est vrai que je rejoins l'offre aussi. Alors c'est vrai tout ce qui est sur le plan de vue éducationnel, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait beaucoup en consultation, de revenir un peu sur ces signaux de base qu'on perd à l'âge adulte et qu'on a beaucoup enfant. Ça c'est tout à fait vrai. Et avec le boulot, la vie étudiante aussi, beaucoup de choses de l'âge adulte qui effectivement font qu'on perd un peu tous ces repères, et que maintenant les gens effectivement qui sentent complètement leur faim, leur satiété, leur rassasiement, c'est quand même très rare. Déjà rien que savoir définir ces termes, je pense que c'est compliqué pour la plupart d'entre vous, donc voilà. Et après effectivement, je pense que la deuxième problématique, et qui a très bien été évoquée par le docteur Cornu, c'est effectivement l'abondance aussi actuellement, l'abondance alimentaire dans les supermarchés, où très souvent, moi, je reçois des patients qui ne s'y retrouvent pas parce qu'il y a beaucoup trop de choses. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas où aller. Et le marketing est aussi assez fort pour nous attirer vers des choses qui ne sont pas forcément les meilleures. Et on retrouve des fois des patients qui ont vraiment réellement l'impression de bien faire, donc c'est aussi ça, mais qui malheureusement ne font pas bien. Mais encore une fois, c'est aussi un manque d'information, un manque d'éducation, et encore une fois, la force du marketing. Et en même temps, c'est aussi une remise en cause d'un certain style de vie, parce que vous dites on est pressé, donc effectivement on va aller au plus rapide, et vous préconisez finalement une préparation des repas qui va donc prendre du temps.
c'est un peu mission impossible pour certaines personnes. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi. On n'est pas obligé de passer, on n'est pas obligé de faire des plats top chef à chaque fois. On n'est pas obligé de faire des Non, plats. On peut aller aussi vers des choses très simples, comme on parlait tout à l'heure. Bon, il y a du frais, bien sûr, hein. En été, par exemple, c'est très facile de consommer suffisamment de légumes. On a des crudités qui demandent très peu de temps de préparation. On a des féculents qui demandent quand même très peu de temps de cuisson aussi, qui se conservent pas mal. Donc c'est un peu une question d'organisation aussi. Et encore une fois, de revenir à des choses simples. Et de se faire une salade de tomates avec des pâtes et une boîte de thon, c'est quelque chose qui est tout à fait équilibré et qui, a priori, ne va pas prendre trop de temps. Donc il faut aussi revenir à ça. Et c'est aussi en ce sens qu'on aide les gens, que ce soit nous, au Centre Léon Bérard, bien sûr, dans l'organisation. Parce qu'en plus, on le sait, quand on a eu un cancer ou qu'on a un cancer, on a aussi nos priorités qui changent, forcément. Donc, de les aider là-dedans, mais aussi en libéral. Moi, c'est aussi très fréquent, effectivement, que j'aide les gens un peu à revenir à la base, à voir comment on peut s'organiser dans la semaine pour préparer des repas simples. Et pas faire en sorte de ne jamais commander, mais peut-être qu'effectivement, au lieu de commander 4 fois dans la semaine ou d'aller 4 fois acheter des plats tout faits, peut-être ça passe à une fois, effectivement. Et comme ça, on trouve un bon équilibre. Et d'un point de vue santé, c'est nettement mieux. est-ce qu'il y a des associations justement qui peuvent un peu aider les personnes qui sont en recherche de bonnes idées? Pour la préparation des repas? Oui, Oui, vous avez quand même maintenant, sur internet une offre qui est, assez intéressante là-dessus. Vous avez la fabrique à menus, qui est, issue du gouvernement, qui vous aide un peu à fabriquer, à composer, pardon, vos menus. c'est la fabrique à Oui, menu.org. c'est ça. Vous tapez sur Google, vous devriez y arriver. Je ne sais plus exactement, mais oui, ça doit être. Je ne sais pas s'il y a des tirets ou pas, mais en tout cas, ça, c'est assez connu. Après, il y a pas mal d'autres applications aussi. Il y a notamment l'application Joe. Je ne sais pas si vous connaissez, JOW, qui est une application qui vous propose des repas qui sont relativement équilibrés la plupart du temps, où on retrouve les composantes principales d'un repas, et qui vous génère une liste de courses dans un commerce proche. Donc ça peut être aussi très aidant. Et après, il faut aussi être curieux sur Internet, se dire, j'ai fait mon marché, j'ai acheté un poireau, qu'est-ce que je peux faire comme recette avec un poireau? Voilà, je peux taper sur Google, on va vous proposer des tartes, on va vous proposer des gratins, on va vous proposer des poireaux vinaigrettes. Et voyez, rien qu'avec un poireau, déjà, on a 3 recettes. Donc voilà, c'est un peu de... Bon, se faire aider aussi, hein, si des fois on a besoin d'un point de départ, c'est aussi notre métier. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a à la fois beaucoup d'infos, mais à la fois, c'est aussi une aide pour tout ça. Les livres de recettes aussi, hein, tout simplement, les livres de grand-mère, les choses comme ça, on retrouve, on a souvent des recettes un peu familiales vers lesquelles on peut se tourner. Donc, il faut faire appel à ça. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment faire au plus simple et pas chercher à trop se compliquer la vie. On peut aussi, quand on prépare à manger, faire des quantités un petit peu plus importantes et mettre au congélateur pour une prochaine fois, ou se dire que dans la semaine, on mangera 2 fois le même repas un soir. Quand on fait plus, en fait, finalement, ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps, voilà, si on cuisine une fois pour 2 repas que de cuisiner 2 fois pour 2 repas différents. Alors, vous devez rencontrer dans vos cabinets des personnes qui ont pris le choix, l'engagement de suivre un régime, alors végétarien, vegan, etc. Qu'est-ce que vous leur dites justement pour qu'elles puissent trouver quand même un équilibre nutritionnel convenable? Alors effectivement, quand c'est une démarche personnelle et une volonté personnelle, on accompagne ces personnes-là pour essayer effectivement de faire quelque chose d'équilibré, parce que malheureusement, on retrouve encore quand même beaucoup de gens qui veulent écouter les messages publics dont on parlait tout à l'heure, qui sont de réduire la viande, de réduire les produits animaux, soit qui veulent pour des raisons qui leur sont propres, soit qui sont contraints pour des raisons financières, comme on le disait tout à l'heure. Et dans ce cas-là, il faut faire attention de quand même composer des repas suffisamment complets, parce que le risque qu'on a et qu'on retrouve quand même souvent, c'est de simplement, si je puis dire, enlever la viande, le poisson, voire les œufs de son assiette, de son alimentation, et du coup se retrouver avec des plats qui sont malheureusement assez peu complets, notamment en termes de protéines. Donc essayer de voir un petit peu comment on peut mettre en place d'autres protéines. Donc je vous parlais des œufs, c'est vrai que des fois on n'y pense pas. En plus, les œufs ont été pas mal diabolisés pendant une période, donc on a des fois un peu peur aussi d'en manger trop.
On ne sait pas non plus qu'on peut faire des plats complets à base de tartes, de cakes salés, de choses comme ça, qui peuvent tout à fait remplacer la viande ou le poisson. Et les protéines végétales, d'où en France, on n'est pas trop doué non plus pour savoir à quel moment on les met, avec quoi on les associe, comment on fait, même si ça se développe un petit peu. Donc c'est vraiment l'objectif dans les prises en charge de pouvoir aider les patients à savoir comment ils peuvent composer leur assiette, y aller progressivement, comme je vous disais tout à l'heure, parce que l'objectif n'est pas de... Si vous commencez à manger des pois chiches tous les jours, alors que ce n'était pas votre régime habituel, en général, ça ne va pas très bien se passer. Donc voilà, d'y aller très progressivement, d'apprendre à composer les assiettes et de montrer que ça peut être facile. L'alimentation végétarienne, elle peut être tout à fait équilibrée, mais elle nécessite quand même un petit peu plus de questionnement, de travail, entre guillemets, sur les recettes que de juste mettre une viande ou un poisson, qui est quand même un peu plus simple. Donc, il faut s'y pencher, et il faut se faire aider au départ, en tout cas dans la transition, si on tend à une alimentation végétarienne. Maintenant, on a la chance de trouver aussi beaucoup d'offres dans les restaurants et tout ça. Donc, en général, c'est quand même assez équilibré. Et après, pour ce qui est de l'alimentation peut-être végétalienne, je vais... Oui, donc si on résume, le régime végétarien, c'est pas de viande, pas de poisson, pas de crustacés. Donc ça garde quand même une assez grande diversité, et si on se débrouille bien, c'est un régime dans lequel il n'y a pas de carence. D'accord ? Si effectivement, comme dit Mathilde, on enlève juste les protéines qu'on remplace par rien, là oui, il va y avoir des carences. Mais si on réfléchit et qu'on compose bien son assiette, il n'y aura pas de choses particulières, pas de suivi médical, pas de supplémentation nécessaire en éléments vitaminiques, etc. Le régime végétalien, c'est pas de viande, pas de poisson, pas de fruits de mer, pardon, mais aussi tout ce qui est dérivé des animaux, donc les œufs, le miel, etc. Les produits laitiers, donc fromage, yaourt, beurre, crème, etc. Donc là, on est dans un régime qui déjà est plus difficile à suivre, même socialement parlant, hein, c'est plus difficile à mettre en place, et où là, il y a un risque de carence vraiment important, et où ça nécessite une consultation avec une diététicienne ou un diététicien, c'est indispensable, et éventuellement parfois une supplémentation en vitamines. Les risques principaux, c'est la carence en fer, donc de développer ce qu'on appelle une anémie, un manque de globules rouges, parce qu'on manque de fer, on n'arrive plus à fabriquer les globules rouges, et ça peut donner de la fatigue, de l'essoufflement. Voilà, on n'est pas forcément très très bien quand on est anémié. Ça se dépiste très très facilement par une prise de sang, hein, ça se repère facilement, et ça se traite facilement aussi en donnant des compléments en fer. Après, il peut y avoir des carences en calcium. Donc là aussi, ça peut être embêtant sur le long terme. Sur du court terme, c'est jamais embêtant la carence en calcium, parce que l'organisme, si on n'en mange pas, il va aller en chercher. Il va aller en chercher où ? Dans l'os. C'est la plus grande réserve de calcium, donc il va aller grignoter l'os. Donc le taux de calcium dans le sang, il sera toujours normal pendant très très longtemps. Par contre, l'os, il va s'affaiblir, et au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut avoir de l'ostéoporose. Et du coup, c'est un risque de faire des fractures plus facilement. Donc ça, c'est plus difficile à dépister, parce que sur la prise de sang, le taux de calcium, il sera normal, donc les gens ne vont pas être inquiétés. Le calcium, ça peut être assez facile à supplémenter hors des produits laitiers, notamment avec l'eau. Il y a des eaux qui sont très riches en calcium et qui peuvent nous aider à atteindre les apports minimums. Et puis après, il y a un risque de carence en vitamine B12. Donc là, la vitamine B12, c'est vraiment principalement apporté par les protéines animales, principalement, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, et même plutôt viande et poisson, il n'y en a pas vraiment dans les œufs et dans les produits laitiers. Un peu moins. Et là, pour le coup, la carence en vitamine B12, ça peut être plus embêtant. Ça peut aussi donner de l'anémie, comme la carence en fer. Et ça peut aussi donner des troubles neurologiques qui peuvent être assez graves, hein, donc des fourmillements dans les mains, dans les pieds, ce qu'on appelle des neuropathies. Ça peut donner aussi des atteintes de la langue, ce qu'on appelle une macroglossie. Donc, c'est des grosses langues qui sont très désagréables. Enfin, les patients sont vraiment très gênés. Voilà, ça peut donner... c'est assez embêtant, en fait, hein. Donc, mais ça, pareil, ça se supplémente très facilement. Donc, ça sera jamais on va jamais contre-indiquer un régime végétalien à un patient. Simplement, si on voit que vraiment ses apports en vitamine B12 sont trop faibles, que sur la prise de sang, c'est trop bas, on peut supplémenter simplement avec des petits comprimés de vitamine B12. C'est assez facile. Ou des ampoules, voilà.
La B12, c'est presque en systématique pour le régime végétalien, oui, vegan. Alors en général, les gens le savent parce que c'est vrai que, à l'inverse du végétarien, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, en général, ça vient un peu d'une volonté qui peut, voilà, je réduis mon poisson, ma viande, et du coup, je me retrouve un peu, entre guillemets, malgré moi, là-dedans. Le régime vegan, en général, est quand même réfléchi. C'est des gens qui savent pourquoi ils le font, et en général, c'est voilà, ils sont quand même assez bien informés. Et moi, je retrouve quand même souvent des patients qui, même s'ils viennent parce qu'ils sont un peu perdus ou ont besoin de conseils, en général, on fait la démarche de se supplémenter en B12 d'eux-mêmes. Donc ça, c'est quand même très bien. Et effectivement, la B12 en général, c'est quelque chose. On a des stocks, donc en général, au tout début, c'est pas forcément obligatoire parce qu'on a un peu de stock si on a toujours consommé de la viande et du poisson, mais assez vite, ça devient une nécessité. Et c'est une clientèle qui devient de plus en plus nombreuse, qui vient vous voir justement? Quand même, oui. Après, malheureusement, c'est souvent un peu tard. C'est que ça fait 1 an qu'on est dans ce régime-là et on se rend compte qu'on est très fatigué, qu'on est potentiellement carencé, ou qu'effectivement, on a des envies de sucre toute la journée parce que justement, on a trop drastiquement réduit ses protéines. Et donc, du coup, on a forcément, bah, si je mange que des pâtes et des légumes à midi, forcément, dans l'après-midi, j'ai faim, donc je grignote. Et voilà, c'est souvent un peu tardif. C'est encore rare les gens qui viennent vraiment en amont en disant j'ai cette volonté, du coup je consulte. Mais effectivement, oui, sinon c'est quand même en tout cas, la plupart des gens qui viennent nous voir ont une volonté, même sans parler de devenir végétarien ou vegan, mais ont une volonté de réduire la consommation de protéines animales, ça c'est une certitude. Alors, vous avez à plusieurs reprises évoqué la question de la prévention. Il n'y a pas encore très longtemps, une question a été abordée, je crois, au Parlement, du fait de proposer éventuellement des cours de cuisine dans les écoles primaires. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Oui, c'est une bonne idée. Comme le disait le docteur Cornu, c'est l'éducation, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut vraiment beaucoup jouer. C'est vrai que chez les enfants, alors par nature, on a l'impression qu'ils n'aiment pas vraiment les légumes, mais c'est vrai que plus on les habitue tôt, plus on les habitue tout court et plus on va dans leur sens, et on ne diabolise pas aussi les légumes parce qu'on part un peu du principe que les enfants n'aiment pas les légumes. Donc du coup, on leur met un peu ça dans la tête aussi. Mais les légumes sont quand même vachement plus sympas et diversifiés et colorés que d'autres aliments, donc il faut aussi jouer là-dessus. Et c'est vrai que ça commence par l'éducation chez les enfants, parce qu'il y a, en fonction des familles aussi, il y a des familles où on cuisine beaucoup, donc c'est une chance, mais il y a des familles où on cuisine moins, il y a moins le temps, c'est moins aussi dans les mœurs familiales. Et donc du coup, à l'école, effectivement, ça semble très important d'avoir à la fois la cuisine, mais je pense même une approche au niveau nutritionnel pour la composition des assiettes. Ça se fait quand même de plus en plus. Il y a des interventions dans Oui. beaucoup d'écoles maintenant. Mais les cours de cuisine, c'est vrai que c'est super parce qu'en plus, les enfants aiment. Et comme le disait le docteur Cornu, les impliquer là-dedans, si c'est eux qui ont cuisiné leurs carottes, leurs brocolis ou leurs aubergines, ils auront beaucoup plus envie de les manger que si on leur sert devant eux sans leur expliquer, parce qu'en général, on ne le fait pas. Et avec l'aspect que des fois, ça peut avoir en restauration collective ou autre, pour d'autres contraintes. Docteur Cornu? Oui, je suis totalement d'accord. Plus on agit tôt, on apprend aux enfants tôt à manger des légumes, plus on les implique, plus on a de chances qu'ils aiment et puis qu'ils continuent d'en manger à l'âge adulte. Oui. Alors vous, donc au sein de votre établissement, quelles sont justement les initiatives en termes de prévention qui sont proposées au public? En termes de prévention, sincèrement, pas beaucoup. Nous, on voit les patients justement au moment Bon. du diagnostic plutôt par exemple, de diabète, ou alors au moment où ils se prennent en charge pour leur obésité, où ils viennent nous consulter avec une volonté de perdre du poids. Donc, nous, on arrive un petit peu plus tard. Ouais. D'accord. Nous, on a un département prévention, donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'actions en termes de prévention. Alors, du coup, c'est beaucoup de la prévention en termes de cancérologie, mais du coup, ça reprend en fait toutes les recommandations, même hors cancer. Donc c'est toujours très intéressant. C'est vrai que sur un public jeune, on le fait moins. Mais par contre, sur un public adulte, on fait très souvent des conférences
un peu de ce type-là, où on parle de l'alimentation, des idées reçues aussi en alimentation et cancer, de ce qui est vérifié scientifiquement et de ce qui ne l'est pas, et de voilà, comment on peut composer. Il y a aussi beaucoup de... En termes de prévention, maintenant, vous retrouvez quand même... il y a Octobre Rose, bien sûr, qui est très connu, mais il y a aussi maintenant de plus en plus, il y a Mars Bleu pour tout ce qui est cancer, cette fois des hommes. Là, il y a Septembre Turquoise pour les cancers gynécologiques. Donc, il y a quand même beaucoup de choses en termes de prévention qui se mettent en place et on a la chance, effectivement, d'en faire partie. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Ne bougez pas parce que maintenant, c'est le public qui va pouvoir donc vous interroger et j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de questions. Alors, le micro, s'il vous plaît. Le micro. Pardon. Merci. Oui, doit-on manger plutôt cuit ou plutôt cru? Oui, exactement, les deux. On n'a pas les mêmes choses dans le cru que dans le cuit. C'est vrai que dans le cru, on a un peu plus de vitamines. Donc, ça peut être très intéressant. Un peu plus de fibres aussi, qu'on perd un peu à la cuisson. Donc, le cru est intéressant. Par contre, manger que cru, encore une fois, au niveau digestif, ça peut être un peu traumatisant aussi. Donc, le cuit est plutôt bien de ce côté-là. Donc, c'est vraiment bien d'alterner les deux. En fruits, par contre, il vaut mieux privilégier les fruits crus, toujours les fruits crus et entiers. Et pour la santé, pour la santé, y a-t-il une température idéale pour préparer les légumes ou la viande ou... Alors, ce qu'on sait en termes de légumes, il n'y a pas forcément de température idéale. Ce qu'on sait, c'est que la meilleure cuisson pour préserver tout ce qui est vitamines et minéraux, c'est la cuisson vapeur. Tout simplement parce que votre légume ne sera pas en contact avec l'eau, donc il n'y a pas de perdition dans l'eau, et parce que c'est une cuisson qui est assez rapide, et plus vous chauffez fort et plus vous chauffez longtemps, plus vous perdez des vitamines et des minéraux. Donc la vapeur est très intéressante. Après, voilà, il faut varier, hein, on n'est pas obligé de tout manger vapeur. Et puis on peut rajouter un peu de matière grasse après quand même, quand c'est cuit vapeur, c'est un peu plus sympa. Et au niveau de la viande, par contre, il y a des températures à ne pas dépasser. Et là, c'est vraiment pour la prévention contre les cancers, parce qu'on sait aussi que certains modes de cuisson peuvent favoriser certains cancers. Et là, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est vraiment très, très grillé, donc notamment cuisson au barbecue et tout ce qui est noir, où ça, on déconseille vraiment de manger. Ça vaut aussi pour le pain, hein, quand malheureusement, vous l'oubliez dans le grille-pain, il vaut mieux ne pas le consommer et sans refaire griller une tartine. Un barbecue, pas tous les jours, mais un petit peu de temps en temps quand même. Oui, malheureusement, voilà, c'est quand même un facteur de risque, la viande grillée. Mais voilà, effectivement, c'est une question de fréquence, comme tout. On n'en abuse pas, mais effectivement, en été, on peut quand même se faire quelques barbecues. Vous parliez de fruits tout à l'heure. J'entendais un médecin hier sur un plateau de télévision qui disait il faut surtout pas éplucher les fruits, garder la peau. Et pourtant, on sait bien qu'il y a plein de pesticides, il y a plein de... Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si c'est bio, on peut garder la peau, c'est quand même intéressant. Et si on n'a pas de problème digestif non plus, parce que des fois, c'est un peu moins digeste. Si c'est pas bio, alors notamment pour certains fruits, je pense aux pommes, hein, c'est un peu le fruit. La banane, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on l'épluche, mais la pomme, c'est quand même un produit qui est très traité. Donc si on le prend en non bio, il vaut mieux l'éplucher quand même. Même si effectivement on perd des vitamines, des minéraux et quelques fibres, on gagne quand même à l'éplucher. Vous confirmez? Oui. Très bien. Autre question. Est-ce que vous pouvez nous parler des produits laitiers et de la place qu'ils peuvent avoir dans l'alimentation? On entend de plus en plus dire que le lait de vache en particulier n'est vraiment pas bon. Est-ce qu'il y a des études là-dessus ou pas? Alors, il n'y a pas de consensus encore réel sur l'effet protecteur ou l'effet, au final, plutôt dégradant. Alors, il y a plus d'études qui vont vers un risque protecteur, notamment pour les cancers colorectaux, de tout ce qui est consommation suffisante de produits laitiers. On attend aussi des études, mais on sait qu'un excès, au contraire, serait mauvais. Donc maintenant, les recommandations ont été vues à la baisse pour les personnes adultes. Avant, on était à 3 produits laitiers par jour. Maintenant, c'est 2. 2 produits laitiers par jour, ça signifie en gros un yaourt ou un fromage blanc ou 2 petits Suisses,
qu'on préfère nature et pas des danettes, parce que ça, ce n'est pas des produits laitiers, malheureusement. Et une portion de fromage. Alors, la portion de fromage, au risque de vous décevoir, c'est effectivement pas beaucoup, hein, c'est 30 à 40 grammes. Donc, c'est grosso modo un 1/8 de camembert qu'on pourrait manger tous les jours sans problème, tant qu'on s'en tient à cette portion-là. Donc voilà, il n'y a pas de réel consensus, c'est un sujet quand même assez controversé. En suivant les recommandations, en général, tout se passe bien, ni trop peu, et parce qu'il y a quand même la notion de calcium aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il faut quand même faire attention au calcium qui reste un oligo-élément extrêmement important pour l'os et qu'on trouve en grande partie dans les produits laitiers. D'accord ? Les produits laitiers, l'eau. Après, bien sûr, il y en a aussi dans le reste de l'alimentation, mais c'est une grosse source de calcium. Et faites bien attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, on diabolise un peu le lait de vache. Donc, les gens vont vers les laits végétaux. Faites bien attention à choisir des laits végétaux qui sont enrichis en calcium parce que de base, les laits végétaux n'en contiennent pas du tout. Donc, c'est pas un équivalent, c'est pas parce qu'on prend un lait d'amande ou un lait de soja qu'on va apporter du calcium, hein, pas du tout. Donc normalement maintenant c'est obligatoire entre guillemets quasiment de les supplémenter, mais il faut pas hésiter à vérifier sur l'étiquette ou au moins que quelque part il y ait écrit enrichi en calcium. Voilà. Ça ne remplace pas, c'est vrai que je pense que c'est important de le dire quand même, tous les alternatives végétales, notamment yaourt et lait, ne remplacent pas les produits laitiers. Ça peut être intéressant si justement vous avez tendance à consommer plus que les 2 portions par jour de produits laitiers. Ça peut être intéressant de se dire je vais utiliser du lait végétal parce que je mange déjà un yaourt et du fromage dans la journée. Encore une fois, en faisant attention de bien le choisir aussi, de faire attention à la teneur en sucre, parce que ça reste des produits qui sont parfois enrichis là-dedans. Mais si on n'a pas d'intolérance, il n'y a pas de raison à supprimer les produits laitiers. Encore une fois, si on ne le tolère pas, c'est une autre question. Mais le lait, autant on peut ne pas le tolérer, notamment avec l'âge ou pas mal de raisons comme ça, parce qu'on a l'enzyme qui diminue un peu d'efficacité. Donc ça, c'est physiologique. Par contre, tout ce qui est en général fromage et produits laitiers, il y a très peu de lactose résiduelle, hein, c'est plutôt de l'acide lactique qui est transformé grâce au ferment. Et donc en général, c'est quand même des produits qui sont très bien tolérés. Donc c'est quand même rare, hein, les gens qui ne tolèrent pas yaourt et fromage. Donc si vous n'avez pas de problème digestif, essayez effectivement de suivre les recommandations de 2 produits par jour. Et vous pouvez alterner. Moi, je reçois beaucoup de patients qui vont vers des laits de brebis et des laits de chèvre. Alors c'est un peu plus cher. Ça peut permettre de varier. Et encore une fois, la variété, c'est intéressant. Donc si vous aimez ces produits-là, varier, ça peut être bien. Et quelle est la différence justement d'un point de vue nutritionnel entre le lait de vache et le lait de brebis ? C'est pas énorme. Il y a quelques petites différences en termes de protéines, en termes de matières grasses, mais c'est pas des grosses différences. Vous aurez quand même du calcium dans les 3, vous aurez des protéines, vous aurez des bonnes choses. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. C'est juste, c'est plus cher. Tout ce qui est chèvre et brebis va être plus cher que le vache. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention à toutes les deux. Une question, si on souhaite évaluer sa propre alimentation, parce que moi j'ai souvent fait le constat que manger équilibré, soit en fait on ne sait pas du tout ce que c'est, soit on pense faire bien, mais des fois on est un peu à côté. Si en sortant d'ici, on veut évaluer sa propre alimentation pour savoir si oui ou non on mange équilibré, ou si on veut avoir un support d'information sur les différentes recommandations, qu'est-ce que vous conseilleriez comme site ou comme support à consulter ? Comme site, il y a le site de l'ANSES et le site du gouvernement qui est bien fait, où vous retrouvez un peu un PDF récapitulatif avec les dernières recommandations. ANSES, A-N-S-E-S. Oui, c'est ça. C'est les recommandations du PNNS, qu'on appelle le Plan National Nutrition Santé. Et donc là, vous aurez les dernières recommandations qui, effectivement, donc c'est un peu ce qu'on a dit là sur les fruits et légumes, les produits complets, les oléagineux dont je vous parlais tout à l'heure, la viande à réduire, etc. Et après, si vraiment... alors c'est vrai que la diététique, des fois, on reste un peu sur cette ancienne image de régime, de perte de poids,
de choses un peu restrictives et on va un peu vous punir si vous avez un peu trop mangé de fromage. C'est quand même plus trop le cas maintenant. On est une génération qui s'est quand même un peu refaite de ce côté-là. Et donc, c'est vrai qu'aussi, il faut avoir en tête qu'une consultation diététique, vous n'êtes pas obligé d'en faire 15 et vous pouvez venir nous voir une fois en cabinet libéral, moi ou des collègues, peu importe, ou dans un parcours de soins, si vous êtes dans un parcours de soins comme nous, on fait au Centre Léon Bérard. Pour faire une évaluation effectivement de voilà mes habitudes alimentaires, quels conseils. Moi, ça m'arrive souvent de voir des patients qui viennent me voir 1 ou 2 fois, chez qui on parle de leur alimentation de A à Z et où effectivement on va peut-être conseiller sur réduire ça, augmenter ça, essayer de changer ça. Aussi le mode de vie, hein, parce que bien sûr on parle aussi de l'exposition au stress, du sommeil, on parle du transit, on parle de beaucoup de choses. Et du coup, des fois, voilà, juste de faire 1 ou 2 consultations pour savoir un peu où on en est, savoir ce qu'on pourrait améliorer. Et du coup, ça peut être aussi utile. D'autres questions? Non, moi, c'était un constat. C'était plutôt de dire, alors, je suis en ce moment entourée de gens âgés. Par exemple, j'ai une dame avec qui je discute beaucoup, qui a 99 ans, qui est un exemple de bonne santé. Et je pense que ce serait intéressant, je m'adresse au Progrès, de faire témoigner ces gens qui ont une bonne santé, qui ont du bon sens, et ces anciens, puisque aujourd'hui, il y a 50 ans, dans le travail, on est à mettre à la poubelle, changer ces mentalités et écouter les anciens qui, en effet, n'avaient pas le fast-food, cette façon de vivre et de ne pas prendre le temps de manger. Et on devrait remettre en avant, et si le Progrès pouvait nous aider à mettre en lumière ces gens de l'ancienne époque, où on prenait le temps de mâcher, de se nourrir et non pas de bouffer, puisque c'est là le sujet, je pense, c'est bien se nourrir plutôt que bouffer. Et j'insiste sur cette notion-là, parce qu'en ce moment, on voit des gens bouffer. Eh bien, on aurait d'abord des gens dans la rue beaucoup plus sveltes et souriants et en meilleure santé. Ça, c'était ma première remarque. Et la deuxième, c'était, ça aurait été très, très bien d'avoir quelques politiques ici, puisque le sujet est un sujet sociétal. C'est une priorité du gouvernement et de nos politiques. Et il serait bien que les politiques prennent en compte cette problématique de la santé, puisqu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est le sujet. Donc, merci au Progrès d'inviter ces gens-là. Ils nous écouteront certainement. Merci. Du coup, je rebondis sur... à moins que vous vouliez réagir de suite. Je voulais juste dire que sur les gens plus âgés aussi, il y a cette notion de moins de sédentarité aussi qui est assez importante parce que l'activité physique, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un pan aussi qui est très lié à l'alimentation et d'ailleurs qu'on évoque, je pense, dans nos consultations en systématique, que ce soit une problématique de surpoids, d'obésité ou non d'ailleurs, parce que c'est vraiment une question de santé. Et effectivement, avant, on était quand même beaucoup moins sédentaire, on avait beaucoup moins de travail de bureau et on bougeait aussi plus, ne serait-ce que même en étant en station debout. Donc ça, c'est quand même important aussi. Et je rebondis justement sur ce que dit Sophie Moreau, le fait de voir de plus en plus de gens qui ne prennent plus le temps de s'asseoir à table et donc de bouffer comme ça devant la télé, de grignoter. J'imagine que c'est évidemment très mauvais. Enfin, là-dessus, je reviens un peu effectivement à ce que dit Sophie Moreau sur le fait qu'avant, tout le monde se mettait autour d'une table, on mangeait, on discutait, il y avait une vie sociale qui était autour du repas, qui malheureusement aujourd'hui est un petit peu perdue. Ça, c'est sûr. Et on sait quand même que les signaux de satiété, ça met à peu près 20 minutes à arriver. Donc, quand on mange, il faut idéalement que le repas dure minimum 20 minutes pour que le cerveau puisse récupérer les informations de l'estomac qui dit c'est bon, j'ai assez mangé, on peut s'arrêter là. Et ça, on le voit tous, hein, quand on est pressé, qu'on mange vite, ou qu'on a très faim, qu'on mange vite, du coup, souvent, après, on dit « ouf, j'ai trop mangé », parce qu'on n'a pas laissé le temps au système de faire le retour d'informations au niveau du cerveau. Et ça, c'est un vrai travail. Et on sait qu'aussi, quand on mange devant la télé, on mange plus vite, quand on mange en faisant ses mails, quand on mange... voilà. Donc, prendre le temps de manger, se mettre à table, que ce soit un moment dédié à ça, c'est hyper important, ouais. Et nous, on a des ateliers pour les patients, justement, en situation d'obésité qui n'ont plus du tout ces
ces repères qu'on appelle l'alimentation intuitive, où on essaye vraiment de les reconnecter à leurs sensations, d'essayer qu'ils puissent nous décrire ce qu'ils ressentent et qu'ils essayent de réidentifier leurs signaux de satiété quand ils sont complètement déboussolés. Mais oui, ce mode de vie rapide fait qu'on ne s'écoute plus en fait et qu'on mange au-delà de sa faim en fait. Et rares sont les gens qui mangent en 20 minutes. On fait des fois des petits jeux en consultation avec certains patients de se chronométrer. Honnêtement, c'est rarement au-dessus de 5 minutes, les repas. Ça paraît vraiment pas beaucoup, mais c'est la plupart des gens, c'est rarement plus de 5 minutes. En tout cas, pour manger une assiette, quoi. Donc voilà. D'autres questions, madame? J'ai la sensation qu'il y a de plus en plus d'allergies alimentaires chez les enfants. Et je me demandais si c'était justement par rapport à l'équilibre alimentaire que les parents peuvent donner durant le développement de l'enfant qui fait que ça en génère de plus en plus ou pas. Alors, je ne saurais pas répondre sur la question est-ce qu'il y a vraiment plus d'allergies alimentaires chez les enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus de patients qui arrivent avec des tests d'allergies alimentaires qui font 20 pages en disant j'ai fait une prise de sang et on m'a dit que j'étais allergique à l'ananas, regardez, etc. Donc ça se multiplie, ça c'est sûr. Ces tests, ils valent pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout, à part beaucoup d'argent et c'est pas remboursé. Donc nous, on n'en fait jamais trop rien. Après, sur la question spécifique des allergies chez les enfants, sincèrement, j'ai pas les données. Je fais pas du tout de pédiatrie. Ouais, j'ai pas les chiffres non plus sur l'allergie des enfants et voilà. Je pense que moi, en plus, c'est faussé parce que forcément, j'en rencontre beaucoup, mais c'est dans le cadre de mon travail. Par contre, ce qui est sûr maintenant, c'est qu'il y a des recommandations pour limiter le risque d'allergie chez les enfants. Et ça, c'est tout ce qui va tourner autour de la diversification alimentaire, où maintenant, on a changé par rapport à avant, où on intégrait les aliments allergènes plutôt tardivement. Maintenant, on recommande de tout intégrer au départ. Donc, c'est presque plus simple quand on a un enfant. Et effectivement, dès le début, intégrer les aliments allergènes, le poisson, les fruits à coque, tout ça, pour voir s'il y a des réactions. Donc c'est la seule information que là j'ai pour effectivement réduire le risque d'allergie, parce qu'on sait que si on introduit ces aliments-là plus tardivement, on a un risque d'allergie chez les enfants qui est supérieur. Après, l'alimentation des parents et de la femme enceinte, effectivement, elle est très importante. Sur le risque d'allergie, j'ai pas la connaissance de ça. On a juste effectivement la connaissance du fait que en étant enceinte, il faut pas manger 2 fois plus, mais qu'il faut manger 2 fois mieux, ça c'est sûr. C'est juste pour compléter le propos, parce qu'effectivement, c'est un sujet auquel je me suis intéressée parce qu'on m'avait posé la question en consultation. Et effectivement, il y a eu un constat d'une recrudescence des allergies alimentaires chez les enfants et était incriminée justement l'exposition plus tardive à certains allergènes présents dans l'alimentation qui augmentaient, alors qu'on pensait qu'on allait réduire le risque. Et finalement, on a constaté que oui, ça augmentait le risque d'allergie à terme. Donc les recommandations dont Mathilde vous parlait, elles sont vraiment toutes récentes. Le fait d'introduire dès le début certaines catégories d'aliments qu'on recommandait jusqu'à il y a 2 ans, de décaler l'introduction dans la diversification, c'est en réponse à ces études. Et il y a sur le site Manger Bouger, vous avez un tableau récapitulatif de la diversification alimentaire avec toutes ces nouvelles recommandations, qui est vraiment très très bien fait. Donc si vous avez des questions, je vous le conseille. Manger Bouger, de manière générale, vous avez beaucoup d'infos sur l'alimentation, même sur des sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Pourquoi manger du poisson, pourquoi manger des fruits et légumes, pourquoi manger de saison. Vous avez des petits articles très courts qui sont très bien faits. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, il ne faut pas hésiter à aller voir. En plus, c'est pour le coup des informations fiables. Donc c'est manger, je crois qu'il y a un tiret, bouger.fr. D'accord. Une autre question? Moi, c'était une question spécifique sur les produits laitiers. Je suis éduque avec des personnes démunies et du coup, souvent, il y a des problèmes de poids. Et on voit beaucoup de gens acheter des produits allégés.
Et je me demandais s'il y avait une différenciation en termes d'apport de calcium sur tout ce qui était produit zéro, produit allégé. Je vais commencer, je pense que Mathilde, elle complétera. Les produits allégés, déjà, petite parenthèse, ils sont souvent plus chers que les produits de base. Donc, dans la discussion qu'on a eue au début, voilà, faut quand même le garder en tête. Et puis, quand on allège un produit, on enlève quelque chose, mais il faut bien le remplacer par quelque chose d'autre. Notamment, si on prend l'exemple du yaourt, souvent, ce qu'on va enlever, c'est un peu de matière grasse. C'est ça que les gens qui achètent un produit allégé attendent. Et on va le remplacer par de l'eau. Sauf que si on remplace de la matière grasse par de l'eau, au niveau de la texture du yaourt, on va être un peu sur quelque chose d'un peu trop liquide. Donc, pour compléter ça, qu'est-ce que font les industriels? Ils rajoutent des additifs, des choses qui vont augmenter la densité en fait du yaourt pour retrouver un peu la même texture. Donc c'est des produits qui sont pas très intéressants parce que finalement on gagne sur quelque chose. Oui, il y a peut-être un petit peu moins de matière grasse, mais franchement sur un pot de yaourt, c'est vraiment négligeable sur une journée. Et on va le remplacer par des additifs, etc., des choses qui sont moins intéressantes. Après, en termes de calcium, les apports, ça, pour moi, c'est à peu près équivalent. Ouais, c'est pas... On peut le remplacer par de l'eau, mais aussi sinon par de l'air. Donc au pire, vous achetez plus cher et vous achetez de l'air. Et on peut aussi remplacer par du sucre. Parfois, on remplace le gras par du sucre, donc on se retrouve sur des produits qui sont aussi plus sucrés. C'est pas forcément plus intéressant. Et pareil pour le réduire en sucre. En général, on ajoute un peu de gras ou un peu d'autres choses, donc c'est pas super. Effectivement, comme l'a dit le docteur Cornu, c'est souvent plus cher. Et il faut savoir aussi que notre cerveau est très bien fait. Et il y a des études qui ont été faites sur les produits allégés. Et quand vous mangez des produits allégés, vous avez tendance à manger plus. Donc à manger plus d'autres choses ou à manger plus de produits allégés. Par exemple, si vous avez un gros pot de fromage blanc 0%, vous en mangerez plus que si c'est du fromage blanc entier. Parce que par nature, le gras est satiétogène. Ça va jouer sur la satiété, sur le rassasiement. Donc manger un peu gras, on s'entend, un fromage blanc, c'est pas forcément très très gras, mais au moins ça va jouer sur vos sensations alimentaires et donc ce sera plus intéressant. De manière générale, les produits allégés, c'est pas à recommander. D'autres questions? Oui, Sophie. Le micro, oui. Laura? Je suis désolée. Non, mais vous avez le micro ouvert aujourd'hui. Le sujet du Coca-Cola, bien sûr, puisqu'en fait, on se bat contre nos enfants pour pas qu'ils en boivent. Est-ce que c'est pire? Moi, chez moi, il n'y en a pas, mais quand même. Est-ce que c'est pire de leur faire boire du Coca-Cola ou du Coca-Cola zéro? Très bonne question. Donc, en termes de calories de sucre, un Coca Light ou un Coca zéro, c'est 0 sucre, 0 calories. Ça, c'est sûr. Par contre, pour l'organisme, ça ne va pas être tout à fait neutre. D'accord ? Le cerveau, ce qu'il reconnaît, c'est le goût sucré. Donc, quand on va boire du Coca zéro, il va reconnaître le goût du sucre et donc il va y avoir activation des systèmes hormonaux et notamment fabrication d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui normalement fait que le sucre qui est dans le sang va rentrer dans les cellules où il est utile pour faire fonctionner les cellules. C'est le carburant des cellules. Donc si on n'apporte pas de sucre mais qu'on produit de l'insuline, en fait l'insuline c'est aussi une hormone qui fait stocker un peu le gras. Donc on risque deux choses, déjà d'avoir envie de manger du sucre parce qu'en fait on n'apporte pas du sucre comme on l'avait prévu, donc le pic en insuline va créer une envie de manger sucré. Donc souvent il y a une consommation, enfin il y a une envie de manger à ce moment-là. Et en plus qu'on va manger, on va plutôt avoir tendance à le stocker. Donc j'ai envie de dire, si c'est occasionnel et qu'on veut éviter une canette de coca, si je ne dis pas de bêtises, du coca normal, c'est 6 carrés de sucre. C'est juste énorme. Donc, si c'est occasionnel, il vaut mieux boire un coca zéro ou un coca light pour éviter cet apport en sucre. Mais après, si c'est quotidien, il ne faut pas se dire, bon, bah, comme c'est light ou zéro, je peux en boire 1 litre par jour. Ça, c'est faux. Voilà, ça, c'est vraiment pas une bonne idée pour l'organisme. Ça, c'est le risque, comme on disait avec les produits allégés. Le coca, c'est pareil, de se dire c'est un coca zéro, j'apporte pas de sucre, ce qui est un peu les faire chercher, et du coup, je vais en boire plus. Donc finalement, je suis à la fois d'accord et à la fois, si c'est très occasionnel et que j'aime le coca classique, voilà, on peut prendre un coca classique, si ça nous rassure pour X ou Y raison de prendre un coca zéro, mais de manière occasionnelle, peu importe le choix. Presque, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, vraiment, prenez un coca classique, un vrai coca qu'on apprécie, on le boit, on est en terrasse, il fait chaud, tout va bien, et comme ça, tout se passera bien aussi derrière, plutôt que de chercher forcément toujours à compenser ces produits-là.
les Français sont amateurs de petits déjeuners sucrés. Les Anglais, eux, sont plutôt salés. Qui a raison? Je ne sais pas si on peut dire qui a raison. C'est Provoqué. sûr que le petit déjeuner français, il est très sucré. Ça, c'est sûr, entre le pain, le fruit, voire le jus de fruits, la confiture, etc. On apporte très très peu d'autres aliments. Après, moi, je reste dans une vision alimentation plaisir. Je me vois pas imposer à un patient de manger du fromage ou des légumes au petit déjeuner si vraiment il aime pas ça. Donc pour moi, c'est un peu un non-sujet. C'est-à-dire que je pars de ce que le patient aime et veut manger, et puis on voit comment on peut adapter les choses. Mais moi, je suggère quand même toujours un petit déjeuner salé en consultation. Effectivement, si le patient n'est pas salé, l'idée, c'est pas du tout d'aller se forcer à manger quelque chose qu'on n'apprécie pas ou quelque chose, parce que faut aussi être apte à manger des œufs le matin en se réveillant, hein. Donc, il y a aussi le mode de vie, l'heure à laquelle on petit déjeune, nos habitudes. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut toujours s'adapter aux patients. Après, il y a des petits déjeuners qui sont moins sucrés. Je pense qu'il y a un entre-deux. Il y a effectivement le petit déjeuner qu'a évoqué Erika, qui est très sucré, très français et un peu très cliché aussi. Il y a le petit déjeuner qui est très salé, où on s'imagine effectivement se lever, manger du bacon, des œufs à 7 h du matin avant d'aller au boulot, où ça, des fois, c'est un peu moyen. Et il y a des alternatives entre les deux où on n'est pas obligé de mettre de la confiture en systématique. On peut aussi faire attention au choix du pain. On peut utiliser des flocons d'avoine, des oléagineux, des choses comme ça, qui vont apporter des fibres, qui vont apporter peu de sucre ou juste ajouter un fruit pour des sucres plutôt naturels. Et on trouve en réalité toujours des alternatives. Il faut juste s'adapter à ce que les gens aiment, à ce dont les gens ont envie et à ce que les gens aussi se voient faire en fonction de l'heure à laquelle ils petit déjeunent. Dans tous les cas, d'un point de vue physiologique, c'est beaucoup plus intéressant de manger, alors salé, je sais pas, mais en tout cas peu riche en sucre le matin. Les protéines, le gras, c'est sûr que c'est le plus intéressant. Et effectivement, plutôt qu'un petit déjeuner très sucré qui va générer effectivement un pic de glycémie et qui va se faire ressentir sur toute la journée. Et surtout, même le petit déjeuner classique dont on a parlé, on peut aussi, en faisant des toutes petites modifications, on parlait du pain tout à l'heure, si au lieu déjà de manger du pain blanc ou du pain de mie, on prend un pain complet ou un pain aux céréales, on va déjà aussi diminuer la charge glycémique. Et puis le jus de fruits, on n'en a pas parlé, mais le jus de fruits, c'est bien de le remplacer par un fruit. D'accord, on fait jamais mieux qu'un fruit, surtout que si on boit un jus d'orange, par exemple, il y a rarement une orange pour faire un verre de jus d'orange. Donc, en fait, une orange n'est pas équivalent du tout à un verre de jus d'orange, déjà en quantité. Et puis, en plus, on perd un peu quand même, on perd les fibres, on perd des choses qui peuvent être intéressantes pour justement limiter ce pic de glycémie, ce pic de sucre dès le matin. Donc, voilà. Et on perd la mastication aussi. Alors avec l'orange, c'est peut-être un peu moins flagrant, mais par exemple avec la pomme, si vous mangez des compotes ou des jus de pomme, bon, les compotes, a priori, on peut en manger 4, 5, 6, 7 avant d'être vraiment calé ou de plus en pouvoir. Les pommes, si vous en mangez une, voire deux, après, en général, vous en remangerez pas. Donc on voit bien qu'entre le fait de l'éplucher, de la couper, de la mastiquer, de la mâcher, c'est quand même plus intéressant, même si effectivement, il y a aussi une notion de fibres, de vitamines qu'on perd un peu. Et c'est un peu plus long à manger que de boire un verre de jus. Donc, on gagne aussi sur cette idée d'allonger un peu le repas. Je profite juste d'une petite parenthèse. Le jus de fruits, le jus d'orange, qu'il soit bio, qu'il soit pressé, qu'il soit tout ce que vous voulez, c'est la même chose. D'accord, c'est peut-être mieux parce que voilà, bio, ça va apporter des choses plus intéressantes. Pressé, c'est bien, vous savez où vous avez acheté vos oranges, etc. Mais en termes d'apport énergétique ou de calories ou de sucre, etc., ça a le même impact. Oui. Désolée, je voulais juste revenir sur la consommation de coca. Et j'avais une question par rapport au coca zéro. Quels sont vraiment les risques d'une consommation quotidienne de coca zéro? Le risque, principalement, déjà, il y a pas dans le coca, il y a quand même pas mal aussi d'additifs, de choses comme ça qu'on sait qui peuvent être néfastes à long terme sur l'organisme. Et comme je vous l'ai dit, souvent, ça pousse à grignoter et ça pousse au stockage. Donc, il y a un risque de surpoids quand même avec une consommation quotidienne. Pardon, c'était pas par rapport au surpoids ou c'était plus par rapport à la santé, en fait. Le surpoids a un impact direct sur la santé. Sûr, mais quand je dis santé, sur les maladies qu'on pourrait développer, en fait, voilà, choses comme ça. Au niveau digestif aussi, parce que je pense que c'est très agressif aussi au niveau digestif. Donc ça, pareil, alors j'ai pas forcément les
les maladies exactes, mais je pense qu'au niveau digestif, ça peut être très problématique. Ça peut aussi empêcher une hydratation sous forme d'eau. Donc finalement, c'est problématique aussi. Et ça apporte effectivement, tous les ingrédients qu'il y a dedans sont quand même pas trop des ingrédients naturels. Donc encore une fois, de temps en temps, oui, mais... Et justement, moi, mon propos était exactement en lien avec ça. Pour le coup, dans les produits qui sont allégés en sucre, pour maintenir ce goût sucré, on a l'ajout d'édulcorants. Il y a des études qui sont en train de montrer que les édulcorants ont un pouvoir sur le risque de cancer. L'aspartame, il y a des études récentes qui montrent que l'aspartame consommé en excès augmente le risque de cancer. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut être aussi vigilant. Un mot quand même sur les consommations qu'on a. Moi, j'essaye toujours aussi en consultation de dire aux personnes que je vois d'essayer de se déculpabiliser aussi, parce qu'on donne beaucoup d'informations sur l'alimentation, on donne beaucoup de recommandations, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut essayer de faire ci, il faut essayer de faire ça. Il y a quand même une grande part de notre alimentation qui est conditionnée par notre environnement. Et ça, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que faire des efforts dans son alimentation, c'est vraiment quelque chose qui demande de prendre sur soi. Parce que quand on va au supermarché et qu'on voit tout ce qu'on a la capacité, la possibilité d'acheter et qui n'est pas forcément équilibré, il faut savoir que c'est pas que de notre ressort à nous. Il y a quelque chose d'extérieur à nous contre lequel on doit lutter. Et ça demande d'autant plus d'efforts. Donc vraiment... En plus, il y a une notion de temps aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Et d'ailleurs, il vaut mieux pas tout changer du jour au lendemain. Et il vaut mieux y aller très, très progressivement, y aller étape par étape, se fixer peut-être des objectifs sur les choses qui sont les plus intéressantes à changer en fonction de nos besoins, de notre volonté aussi et de ce qui semble le plus urgent, entre guillemets. Et c'est aussi pour ça que se faire accompagner, des fois, ça peut être bien parce que, encore une fois, il y a un amas d'informations où des fois, on s'y retrouve pas. Et de voir ce qui est bien pour nous, ce qui est adapté pour nous, comme on disait par exemple tout à l'heure, de ne pas se forcer à prendre un petit déj salé alors qu'on déteste ça sous prétexte qu'on a vu que c'était beaucoup mieux pour nous. Voilà. Parce qu'il y a toujours des possibilités de s'adapter à notre mode de vie en fonction de notre travail, de si on a des enfants, si on a plus ou moins le temps, si on a... Il ne faut pas se mettre de pression avec ça, parce qu'au final, ce n'est pas le but quand même initial. Se faire accompagner, mais pas par n'importe qui. Oui, ça c'est sûr. Non, mais des professionnels de santé. Voilà, exactement. Non, mais comme disait très bien Mathilde aussi, aujourd'hui, les diététiciens sont quand même... on a la chance d'avoir des diététiciens qui vont plutôt aujourd'hui partir de ce que le patient fait et de voir comment on peut le modifier, qu'est-ce qui est le plus simple pour le patient à modifier, plutôt que de lui dire ce que vous faites, c'est n'importe quoi, voilà un papier et il faut manger comme ça. Ça, on fait plus ça aujourd'hui. C'est vraiment de l'accompagnement très personnalisé au cas par cas pour s'adapter au goût, au mode de vie, aux contraintes, etc. Sans sentir le patient culpabilisé, parce que là, ça serait effectivement... Et d'ailleurs, si vous vous sentez culpabilisé par un professionnel de santé, changez de professionnel de santé. Après, il faut aussi une adhésion des deux côtés. Donc, ça peut ne pas coller avec quelqu'un. C'est comme avec un psychologue. C'est comme avec... Bon, il y a des fois des médecins où on a moins de choix, mais en tout cas, des spécialités. Mais si ça ne va pas, si le feeling passe pas ou si ce qu'on vous propose ne passe pas, il ne faut pas vous forcer non plus. Et je pense qu'on a une offre suffisamment importante, alors diététique ou autre, mais pour trouver quelqu'un qui vous correspond. Il ne faut pas avoir peur non plus d'exposer vos attentes et de dire je me sens prêt à faire ça, pas prêt à faire ça. Et normalement, un bon professionnel va s'adapter à vous, effectivement, et non l'inverse. Docteur Erika Cornu et Mathilde Lislinski, un grand merci. Je pense que vous pouvez les applaudir. C'était très, très intéressant.